le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bon vendredi. Bienvenue dans la page internationale, le grand journal du 14h. Erlich Dorelas depuis la newsroom à la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, pour la présentation. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Aux États-Unis, pour le premier budget de son mandat, Joe Biden voit grand. Le président démocrate qui doit officiellement présenter sa proposition de budget ce vendredi vise les 6 000 milliards de dollars. Voici un reportage signé Euronews. C'est le grand jour pour Joe Biden qui doit officiellement présenter son projet de budget, le premier de son mandat. Le président démocrate vise les 6 000 milliards de dollars avec notamment un grand plan d'investissement dans les infrastructures. Objectif affiché, tirer un trait sur la crise entraînée par la pandémie. Pour faire court, les cas de Covid-19 sont en baisse, les décès dus au Covid sont en baisse, le chômage est en baisse, se félicite le président américain. Les vaccinations sont en hausse, les embauches sont en hausse, la croissance est en hausse, les personnes bénéficiant d'une couverture maladie aussi. Les petites entreprises reprennent confiance. Pour faire simple, l'Amérique est de retour, l'Amérique est en mouvement. Bien que Joe Biden ait les coudées assez franches pour faire passer son budget face à la résistance républicaine, voici ce qu'il répond. Parmi mes amis républicains au Congrès, pas un seul n'a voté pour le plan de relance, rappelle-t-il. Je ne veux embarrasser personne, mais j'ai ici une liste qui montre à quel point dans leur circonscription, ils fanfaronnent à propos du plan de relance. L'opposition républicaine n'en dénonce pas moins un budget outrageusement dépensier qui pourrait creuser le déficit de près de 2 000 milliards de dollars. L'administration Biden compte notamment le financer en augmentant la fiscalité des entreprises et des plus hauts revenus. En Birmanie, les Birmans peinent à se nourrir. Selon le Programme alimentaire mondial, PAM, plus de 3 millions de Birmans pourraient avoir du mal à se nourrir au cours des prochains mois. Voici un reportage signé TV5 Monde. Chaque jour, c'est la même scène. Par dizaines, des habitants de cette banlieue pauvre de Rangoon viennent chercher du riz distribué par le Programme alimentaire mondial. Avant le coup d'État, ici, beaucoup travaillaient dans des usines textiles qui ont pour la plupart fermé à cause des grèves et de la répression des militaires. Aymar a perdu son emploi, tout comme son mari. Il ne touche pas de prestations sociales, le système bancaire est paralysé. Mon mari cherche du travail, même un travail qui n'est pas en usine, comme le creusement de fosses septiques. S'il trouvait un emploi, on aurait de l'argent et on pourrait s'acheter de quoi manger. Mais sortir pour chercher du travail est devenu dangereux. Personne n'est à l'abri des tirs de la junte. Alors pour le moment, les 7 enfants d'Aymar doivent se contenter de riz et de légumes en guise de repas, toujours plus maigres. Les chaînes d'approvisionnement des villes sont très perturbées. Le prix d'essence flambe, comme ceux des denrées alimentaires. Certaines personnes disent que la situation va empirer, que le prix du riz et de l'huile va augmenter et que nous devrions en stocker. Mais nous ne le pouvons pas. Nous avons même stocké un sac de riz pendant le Covid, mais depuis le coup d'État, nous ne sommes plus sûrs de rien. Alors la solidarité s'organise. Des associations se créent. Des bénévoles distribuent directement de quoi manger aux plus démunis. D'autres parcourent le quartier avec des chariots. Nous avons créé le programme « Si vous avez plus, donnez. Si vous en avez besoin, prenez » pour soutenir les militants du mouvement de désobéissance civile qui vivent dans ce quartier. Selon le Programme alimentaire mondial, des millions de Birmans sont menacés par la faim. Ils auront de plus en plus de mal à se nourrir au cours des mois à venir. Direction la République démocratique du Congo, crise humanitaire après l'éruption volcanique. La plupart des déplacés se plaignent de l'absence de moyens et d'aide des autorités congolaises. Mais certaines ONG déjà présentes au Nord Kivu, de cette région du Nord Kivu, pour aider les victimes de violences, tentent de leur venir en aide. Voici un reportage signé Africa News. L'éruption volcanique survenue il y a quelques jours en RDC a pris tout le monde de court, ce qui a entraîné une grave crise humanitaire. Beaucoup d'habitants ont tout perdu après le passage de la coulée de lave qui a détruit de nombreuses habitations.
Une catastrophe naturelle qui a aussi entraîné des milliers de déplacés de l'autre côté de la frontière au Rwanda, mais aussi dans les villes et villages près de Goma. C'est le cas de Jeanne, qui s'est réfugiée ici dans cette église située dans le village de Sake avec ses enfants. Sur place, les conditions de vie sont précaires. Nous traversons une vie misérable. Les enfants dorment sur le sol froid et n'ont rien pour se couvrir. Nous avons fui sans rien, pas d'effet personnel. Avec toutes les difficultés que nous traversons, nous ne savons pas si nous allons mourir. Il y a beaucoup de souffrance. Nous n'avons même pas de nourriture, nous dormons par terre. Bien que l'Église nous ait aidés et nous ait ouvert ses portes, elle ne pouvait pas trouver de nourriture à nous donner. Nous n'avons pas d'eau, pas même de médicaments. L'un des problèmes majeurs pour ces déplacés est en effet l'accès à la nourriture et à l'eau et toutes les conséquences que cela peut entraîner. La plupart des déplacés se plaignent de l'absence de moyens et d'aide des autorités congolaises. Mais certaines ONG déjà présentes dans cette région du Nord Kivu pour aider les victimes de violences tentent de leur venir en aide. Le nombre de personnes déplacées par l'éruption du volcan était d'environ 6 000. C'est le même nombre que les personnes déplacées chaque jour au cours des derniers 12 mois à cause du conflit armé. Et elles n'obtiennent aucune attention. C'est seulement lorsqu'il y a une éruption volcanique que la RDC attire l'attention. Nous devons changer cela. Beaucoup de ces déplacés ont commencé à retourner vers Goma, mais une partie d'entre eux restent déplacés par peur de rentrer et parmi eux, il y a ceux qui n'ont plus de foyer. Tension à Jérusalem-Est, des familles palestiniennes toujours menacées d'expulsion. Au Proche-Orient, le cessez-le-feu signé il y a une semaine tient toujours. Le point de départ de cette guerre était la menace d'expulsion de familles palestiniennes de Jérusalem-Est au profit de colons juifs dans le quartier de Sheikh Jarrah. D'autres dossiers similaires sont devant les tribunaux cette semaine, mis cette fois-ci pour des familles palestiniennes de Bat El Awa. Voici un reportage signé France 24. Au sud de la vieille ville de Jérusalem et de la mosquée d'Al-Aqsa, une nouvelle bataille juridique menace de dégénérer. Dans le quartier de Bat El Awa, 86 familles palestiniennes risquent l'éviction. Il y a 5 ans, des colons juifs ont entamé une procédure pour expulser Kaet. La famille de Kaet a emménagé ici en 1967, déplacée de Jérusalem-Ouest pendant la guerre. Depuis 10 ans, une vingtaine de familles de colons s'est déjà implantée. Un peu plus tôt dans la semaine, des violences ont éclaté devant un tribunal qui devait statuer sur l'appel déposé par Kaet et une autre famille. La décision a finalement été reportée. Les colons revendiquent la propriété de ces maisons, affirmant qu'elles sont érigées sur les ruines d'un village juif yéménite et des terres achetées à la fin du 19e siècle. Nous tenterons d'obtenir une interview en vain. Unfortunately, Jews here fear for their lives because they're so used to press being very bigoted. Because of past experience, they decided they're just not going to talk to press. Plusieurs autres cas d'expulsion sont en cours d'examen devant les tribunaux israéliens, ce qui fait craindre ici que les tensions autour de Jérusalem-Est occupée dégénèrent à nouveau en violence meurtrière. Avant de clore la page internationale, direction le Rwanda, une responsabilité sans complicité de la France au Rwanda, selon Macron. Le président français a tenu un discours depuis le mémorial du génocide de Kigali hier vendredi 27 mai et a promis une page nouvelle. Notre relation avec le Rwanda et l'Afrique, Emmanuel Macron a expliqué venir reconnaître les responsabilités de la France. Voici un reportage de nos confrères de la RT. Responsable, mais pas coupable. Ce jeudi à Kigali, Emmanuel Macron a entrepris de recoller les morceaux d'une relation diplomatique ébréchée depuis plusieurs décennies entre l'Hexagone et le pays aux 1000 collines.
Étape incontournable de ce rapprochement, le président français s'est exprimé devant le mémorial de Kigali, où sont inhumés les restes de quelques 250 000 victimes des massacres de 1994. Un discours au cours duquel le locataire de l'Élysée a reconnu le rôle de la France dans le génocide. Comme Nicolas Sarkozy il y a 10 ans, le chef de l'État n'a en revanche pas formulé d'excuses. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises n'avaient pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice. Le sang qui a coulé n'a pas déshonoré ses armes, ni les mains de ces soldats qui ont, eux aussi, vu de leurs yeux l'innommable, pensé des blessures et étouffé leurs larmes. La France, pas complice. Certains rescapés du génocide sont d'un tout autre avis, même si cet aveu de responsabilité constitue, pour certains Rwandais, une étape importante. Ce qui est bon aussi, c'est qu'il a reconnu le rôle de la France diplomatiquement, mais il l'a fait quand même. Il a fait, c'est pas comme avant. On se souvient des Français qui allaient sur les barrières, qui travaillaient avec les ex-FAR et qui les aidaient à distinguer les Tutsis et les Hutus. Quand même, on ne peut pas oublier ça facilement. Il faut être clair. Ils ont participé, ils ont aidé. C'était le moment de dire pardon, clairement, sans passer à gauche, à droite. Il n'y a pas eu le mot pardon, mais quand même, il a fait un grand pas. Les mots d'Emmanuel Macron semblent tout de même avoir fait mouche, même en l'absence d'excuses. Le président rwandais, Paul Kagame, a salué le discours de son homologue français. C'était un discours puissant, avec une signification particulière pour ce qui se passe maintenant et qui résonnera bien au-delà du Rwanda. Ces paroles avaient plus de valeur que des excuses. Il faut dire que la visite du président français revêt d'autres enjeux que le devoir de mémoire. La teneur du discours d'Emmanuel Macron, la nomination d'un nouvel ambassadeur de France au Rwanda, un poste vacant depuis 2015, et l'annonce de 500 millions d'euros d'investissement dans le pays devraient contribuer à une normalisation des rapports bilatéraux entre Paris et Kigali. C'est le terminus sur la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelache depuis la newsroom à la capitale des grandes universités du monde. Production Medprod, réalisation c'est Télébeltop. Regardez-nous sur Roku 24h sur 24. Aujourd'hui en ciel sans soleil dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Température sur Boston, ça fait mal, 59 degrés Fahrenheit, 15 degrés Celsius. Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Lundi, c'est congé pour nos États-Unis, Memorial Day, jour de la mémoire des soldats et des morts aussi. Eh bien, c'est pour lundi, en congé avec un C majuscule. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end en compagnie de la radio évangélique Osana. Et pour ceux qui vont aller à l'église dimanche, ceux qui vont aller à la playa, profitez-en. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelache.